Madame, Monsieur, bonsoir. Je suis très ravi de vous retrouver cet après-midi en direct de Télé 50 pour vous présenter Version croisée. Ce numéro est consacré essentiellement aux libertés civiques et publiques en RDC à l'approche des élections qui vont justement débuter ce 20 décembre. Est-ce que ces libertés sont-elles en recul en RDC? D'ailleurs, l'année passée, Amnesty International avait publié un article intitulé à peu près comme ça, « Droits humains en RDC, espoir et inquiétude depuis l'élection du président Tshisekedi ». Est-ce que c'est plus espoir maintenant ou inquiétude? Nous sommes en face d'un régime autoritaire ou qui restreint les libertés individuelles et publiques. On en parle dans ce numéro. Bienvenue à vous. Mes invités sont des grands noms de la société civile en RDC, des défenseurs des droits humains. Je commence par présenter celui qui se trouve à ma droite, Carlos Mumpili, qu'on reconnaît facilement en tout cas, que l'on voit souvent aussi sur Télé 50, mais qui est sa première participation dans Version croisée. Bon après-midi à vous et bienvenue. Merci Gaïta. Je salue aussi tous les téléspectateurs qui aiment votre émission. Merci beaucoup. Alors vous, quoique très connu, alors je vais vous présenter quand même. Vous êtes président national de la dynamique chrétienne pour la défense des droits humains et de l'environnement, la DCDHE. Non, c'est DCDE. DCDE, voilà. Oui. Et enseignant de droit à l'Université pédagogique nationale, c'est ça? Oui, je suis à l'EFACI qui est dans plusieurs autres universités. Comment se porte votre organisation d'entrée de jeu comme ça? Bon, elle se porte à merveille. Ouais. Elle est là pour défendre plus les victimes, pas seulement les hommes riches, et avec toute objectivité. Bon, je profite aussi pour saluer mon confrère, justement, Maître Katende, que vous allez présenter. Que je vais présenter rapidement. Lui aussi, c'est un grand nom de la défense des droits humains en RDC. Quand on le voit, lui seul comme ça, on voit directement tous les sujets auxquels il a participé. Je le présente, Jean-Claude Katende, président de l'Azado, maître Jean-Claude Katende, c'est comme ça qu'on vous appelle. Vous êtes également vice-président de la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme. Bon après-midi à vous et merci d'être là en tout cas. Merci à vous pour l'invitation. C'est aussi ma première participation à votre émission. Oui. Et je suis heureux de rencontrer ici mon collègue, mon ami Carlos. Oui. Et je voudrais profiter aussi de l'occasion pour saluer vos téléspectateurs. Je suis sûr qu'ils vont aimer les échanges de tout à l'heure. Alors, ça fait beaucoup d'années déjà maintenant, depuis que Tshisekedi est au pouvoir, que vous tweetez. Tout au début de son mandat, vous ne tweetiez presque pas. Tout d'un coup, vous avez commencé à tweeter et vos tweets ne sont pas toujours du genre à plaire à la fois au président de la République ainsi qu'à son entourage. Et très récemment, vous êtes sur deux affaires. Il y a l'affaire Stanis Boujakera, pour laquelle vous avez sorti un communiqué de presse conjoint avec l'ODEP, et très récemment encore, c'était l'affaire Idi Kalona. Là, c'était avec Justicia ASBL. Alors, ma première question, c'est de savoir, Monsieur Jean-Claude Katende, l'année passée, Amnesty International disait droits humains en RDC, espoir et inquiétude à l'approche des élections. Est-ce que il y a plus d'inquiétude maintenant ou l'espoir est permis? Merci pour la question. C'est un article dont le contenu est partagé par nous. OK, oui. Dans la mesure où, à l'arrivée du président Tshisekedi au pouvoir, nous avons vu des signaux encourageants. C'était quoi ces signaux jusque-là? Ces signaux encourageants, c'est notamment la libération de certains prisonniers d'opinion. Ça, je pense qu'il faut le noter parce que à la fin du régime du président Kabila, il y a eu quand même un certain nombre de personnalités qui étaient encore en détention. Le président Tshisekedi a pris la mesure avec son gouvernement de pouvoir les libérer. Il y a aussi cette annonce qu'il avait faite concernant l'ANR en demandant à ce que tous les cachots clandestins soient fermés, et bien d'autres mesures. Et pour nous, c'était des signaux encourageants. Et nous attendions à ce que ces signaux soient consolidés par d'autres mesures pour que petit à petit, l'état de droit, qui est en fait un idéal, un état de droit, ce n'est pas quelque chose qu'on atteint. C'est
en fait un État, une structure qui est permanemment en construction. Et avec ces signaux positifs, vous avez parfaitement raison que je ne tweetais pas assez oui. à cette époque parce que il fallait, nous voyons observer. nous voyons qu'il y avait une fenêtre d'espoir qui s'ouvrait. Il fallait observer pour voir dans quelle direction on était en train d'aller. Après, nous avons commencé à nous inquiéter parce qu'il y a eu quand même un certain nombre de choses qui le tout premier signe inquiétant que vous avez pu observer, c'était quoi? Le premier signe inquiétant que nous avions observé, c'était la répression de la manifestation de Bakatakatanga au Katanga, dans le Haut-Katanga. Ça, c'était quand même un signe inquiétant dans la mesure où il y a eu une répression sauvage et les personnes qui ont été arrêtées comme hommes et femmes ont été mises dans une pièce ensemble et nues. Ça, pour moi, ça dépassait tout entendement, surtout quand nous considérons que les régimes en place est quand même conduit par un président qui vient d'un parti qui a été pendant très longtemps victime de ce genre d'attitude. Et nous pensons que quelles que soient les atteintes aux droits de l'homme commises par les Bakatakatanga, du moment où vous maîtrisez les personnes, vous ne pouvez pas les mettre nus dans une même salle, les hommes et les femmes. Notre humanité interdit à ce qu'on fasse ce genre de choses. Et ça, pour nous, c'était le premier signe alarmant. Sans oublier qu'il y a eu quand même, à un moment donné, des injustices que nous, en tant qu'activistes de droits de l'homme, on ne pouvait pas accepter. Dans ce sens que les partis politiques, qu'ils soient de l'opposition ou de la majorité, doivent être tous mis à la même porte. Mais nous avions constaté qu'il y avait des partis de la majorité présidentielle qui pouvaient manifester sans même informer l'autorité municipale, l'autorité de la ville. Alors que les organisations de la société civile et les partis politiques de l'opposition n'avaient pas cette opportunité. Nous-mêmes, nous avions à l'époque organisé plusieurs manifestations pour exiger que les personnes qui ont été condamnées dans les dossiers d'assassinat du président Laurent Désiré Kabila soient libérées. Ces manifestations ont été réprimées. Nous avons tenté d'organiser des manifestations ici en faveur de nos frères et sœurs de l'Est. Ces manifestations, malgré que l'autorité a été informée, ont été réprimées. C'est autant de signes qui démontraient déjà que les inquiétudes étaient permises. Et aujourd'hui, je crois que nous avons pratiquement atteint le fond dans la mesure où certains dossiers parmi ceux dont vous avez mentionné là-bas, nous considérons que ces personnes ne devraient pas être en prison comme nous les voyons aujourd'hui. Donc ils ont atteint un certain point de non-retour, un virage à 360 degrés où c'est possible que l'on fasse un revirement sur le droit chemin. Oui. Bon, tout dépendra de la détermination de la société congolaise. Parce que, vous savez, quand une injustice est commise quelque part, même si elle nous est profitable, il est demandé à ce que nous puissions la combattre pour qu'on y mette fin. Parce que si X est tombé dans cette injustice-là, est victime de cette injustice-là, demain, ça sera vous. Après-demain, ça sera moi. Ça sera quelqu'un d'autre. Donc, ça va dépendre de notre détermination. Mais vous allez vous rappeler les discours, les speeches du président de la République à Mbuji-Mayi, où il a dit de manière claire qu'il ne va plus écouter les défenseurs des droits de l'homme. Ça veut dire, en d'autres termes, que les caps étaient fixés. Mais il a dit démocrate, il est démocrate, il restera en tout cas. Oui, je pense qu'il y a les démocrates dans la déclaration et cette déclaration, nous devons la confronter aux faits. Et si nous prenons les démocrates qui vient d'une déclaration et les démocrates sur terrain, nous voyons qu'il y a un décalage. Et c'est là que nous, les organisations de droits de l'homme, nous devons jouer réellement notre rôle pour interpeller les autorités afin que les lois congolaises, principalement la Constitution et d'autres lois qui garantissent les droits aux citoyens, soient respectées. Sans oublier que nous avons aussi souscrit à certains
pactes internationaux qui protègent les droits de l'homme, dont nous, les défenseurs de droits de l'homme, nous devons exiger, quels que soient les régimes et quels que soient les animateurs, les respects dans l'intérêt de la communauté et surtout dans l'intérêt de la construction d'un État de droit. Justement, on va revenir sur ces deux affaires-là qui font tache d'huile, l'affaire Idi Kalonda et l'affaire Stanis Boujakera. Vous nous direz en quoi est-ce qu'elles sont politiquement motivées en tout cas. Carlos Mompilly, pensez-vous aussi qu'il y a plus d'inquiétude maintenant que d'espoir en termes de libertés publiques et civiques? Oui. Moi, ce n'est pas maintenant, mais depuis, je crois, 2020. Oui. 2020, je suis d'accord avec mon confrère et collègue que tout au début, tout a bien commencé. On a vu même la population, même les fonctionnaires, étaient vraiment rassurés que tout marchait très bien. Et surtout même, j'ai suivi à l'époque les candidats présidents. On lui posait la question quel serait son cheval de bataille. Il n'avait pas dit qu'il va augmenter le budget, ni il va payer bien les fonctionnaires. Il avait dit qu'il va fermer les cachots de l'ANER. Donc, déjà pour nous, on savait qu'une fois le président, le candidat Félix Tshisekedi élu, les cachots de l'ANER, de la DEMIAP, tous ces cachots-là seront fermés. Ou si même ce ne sera pas fermé, ça va travailler, mais dans le vrai sens. Dans le respect des droits humains notamment. Voilà, évidemment. Obama avait promis aussi de fermer Guantanamo. Finalement, il ne l'avait pas fait. Ça ne lui a pas empêché d'avoir un autre mandat après. Mais ça reste. Oui. Ça reste. Tout ce qu'on avait espoir d'Obama en Afrique et tout ça, mais il est sorti, Obama, il n'est plus grand. C'est ça le problème. Obama, s'il ratait la présidence des États-Unis, il serait un grand nom qu'Obama, président de mandat. Quel est cet Africain qui peut penser à Obama? Je ne sais pas. Bon, mais qu'est-ce que nous avons vu? Parce que lorsqu'on parle de droits humains, on peut tout oublier, mais tout ce qui concourt à la dignité humaine, c'est ça les droits humains. Alors, par rapport aux libertés publiques, qu'est-ce que moi j'ai commencé à observer avec mon organisation? Nous étions... il y a eu des mesures prises par rapport à l'état d'urgence sanitaire. Et à l'époque, personne n'avait droit de manifester dans des voies publiques, sauf les parlementaires debout qui avaient droit de se regrouper dans tous les coins, à grand nombre, dans tous les coins du pays, de la capitale. Le matin, ils sont là pour parler, pour prêcher, alors que les autres n'avaient pas ces droits-là. Donc c'est déjà un problème. Deuxième, on a vu qu'on avait interdit des manifestations publiques. Mais lorsqu'il y a eu une manifestation contre la désignation de Ronsard Malonda, cette marche, quoi qu'elle a été interdite par le ministre de l'Intérieur, donc par le gouvernement, elle a été organisée. Et il y a eu mort d'hommes. Le policier a été sauvagement abattu. Sans aucun procès jusqu'à présent. Alors que on cherchait maintenant à renouveler des procès sur celui qui avait tué tel. Donc, c'est supposé que si il y a eu une victime et que le responsable serait quelqu'un du FCC, là, on ouvre les procès. Mais si le responsable semble être quelqu'un de l'UDPS, il n'y a pas un procès. Mais tout au début, là aussi, après clameur publique, il y a eu des procès intentés contre des proches du président de la République, Vital Kamerhe, dans le procès Sanjo. Bon, beaucoup plus tard, il y a eu Bisselele, etc. Vous, comment avez-vous accueilli cela? Ou qu'est-ce que ça vous a inspiré, ce procès Sanjo avec Vital Kamerhe? Bon, avec Vital Kamerhe, vous connaissez ma position. Ouais. D'ailleurs, à l'époque, j'étais la première organisation des droits de l'homme à demander la liberté provisoire
au nom de la santé de Vital Kamerhe. Parce que c'était clair, parce que la justice républicaine concilie la volonté de réprimer, mais aussi le respect du droit de l'homme. Et c'est ça la complexité du droit pénal. Donc, dans notre droit pénal, on ne condamne pas un défunt. Donc, le décès éteint l'action publique. Nous ne sommes pas comme dans d'autres pays, vous êtes mort, mais on vous condamne, on vient avec même des chaînes pour les mettre, pour les placer sur votre tombe, jusqu'à ce que votre peine puisse être épuisée. Chez nous, on a besoin, quelqu'un, même s'il est auteur présumé d'homicide, lorsqu'il est malade, il faut le préserver. Parce que si vous le laissez mourir, vous n'allez pas juger ou condamner un mort. Donc, c'est pour cela. Et aussi, bon, le procès de Kamerhe, on peut revenir, parce qu'il a été arrêté, nous tous, on savait que c'était pour les problèmes de détournement de l'argent, des sautes des moutons, des sautes des moutons. Et après, c'était d'autres dossiers, maintenant de maisons préfabriquées, après des produits pharmaceutiques. On abandonne sans qu'on nous dise c'était combien, il a détourné combien, comment il a eu cet argent. Bon, tout ça, et après, on a vu à la fin être acquitté. On a vu les manifestations contre la loi, la proposition de loi Sakata et Minaku, où même le DG, il a été victime, votre DG, Jean-Marie Kassamba. Sa maison a été saccagée, oui. Saccagée. Et il y a eu des vidéos qui ont circulé, personne n'a été interpellé. Le cardinal Ambongo, lui aussi, il y a eu des jeunes qui se réclamaient proches du pouvoir. Ils sont allés chanter, crier, vandaliser même l'entrée de son domicile, sans être inquiété, sans aucune enquête. Alors que nous avons des services ici, lorsqu'on veut vous arrêter, on va vous arrêter. On est allé prendre Massaro dans une ferme où il s'est caché. Donc tous ces jeunes-là, si on veut les arrêter, on va les arrêter. Mais parce que ce sont des jeunes qui se réclament. De cette injustice que parle justement M. La milice qu'on a vue à Kingaboua. Je ne sais pas si c'est elle, mais aujourd'hui qui s'est transformée à la force du progrès. On a vu une milice, c'est là qui a commencé. Les jeunes s'entraînaient. Mais jusque-là, on a vu aucun début d'un procès, alors que ce sont des actes graves. Donc tout ça, oui, ça a commencé à nous décourager et à dire qu'il y a violation des droits. Et là, nous sommes seulement dans les droits civils et politiques. Mais lorsqu'on entre dans les droits économiques, avec l'extorsion d'État, avec cette situation de rame, c'est jamais vu depuis Léopold II qu'un État puisse extorquer publiquement sa propre population qui est pauvre, avec ce soit des rames. Donc voilà un peu des choses qui ont constitué des signaux. Est-ce que ce n'est pas une affaire de justice dont a hérité Félix Tshisekedi, puisqu'il a dit, je vais vous le relire, il a dit que le seul bémol qu'on peut mettre sur son bilan en tant que président de la République, c'est qu'il n'est pas satisfait du domaine de la justice. Justement, alors les chefs des institutions ne parviennent pas à suivre sa vision. Alors d'après vous, par ces dires ici, est-ce qu'il banalise la justice ou le dit avec légèreté, ou c'est une sorte, un vrai mea culpa? Je pense qu'il faut noter d'abord que, de manière globale, la justice de notre pays pose problème. Les types de juges, les types de magistrats que nous avons, et cela n'a pas été dit seulement par le président Tshisekedi. Vous allez vous rappeler que le président Kabila avait dit la même chose, que notre justice était corrompue. Et vous allez vous rappeler que sous Laurent Désiré Kabila, comme sous le président Joseph Kabila, il y a un certain nombre de magistrats qui ont été révoqués. Et à l'époque, nous nous étions battus pour que ces magistrats soient réintégrés pour la simple raison que la procédure qui permet aux magistrats de pouvoir se justifier, de se défendre, n'était pas respectée. Aujourd'hui, le président Tshisekedi dit la même chose. Mais je pense qu'il est important... C'est suffisant pour le dédonner alors? Oui. Non, pas du tout, quoi. Non, mais je pense que nous avions proposé à l'époque qu'on constitue un observatoire de la justice en République démocratique du Congo, constitué des citoyens
qui observerait tous les procès dans tous les tribunaux, dans toutes les cours, et donner leur point de vue sur la manière d'administrer la justice par nos cours et tribunaux. Je pense que ça peut être un moyen qui va permettre aux citoyens de dire ce qu'ils pensent de la justice. Parce que nous ne devons pas oublier que la justice est rendue au nom du peuple congolais. C'est à notre nom. Les bonnes comme les mauvaises décisions sont rendues à notre nom. C'est pour ça que je pense que les citoyens devraient s'intéresser à la justice. Parce qu'elle est rendue à notre nom. S'intéresser à la justice, s'intéresser au comportement des juges, s'intéresser au comportement des magistrats. Globalement, le président de la République a dit qu'il n'est pas satisfait, mais nous aussi, les citoyens, nous ne sommes pas satisfaits. Parce que cette justice ne joue pas le rôle. Alors qui en est responsable? Autrefois, pendant le régime de Kabila, à la moindre arrestation, je sais pas, c'est Kabila toujours qu'on citait un peu partout, mais c'est moins pendant le régime de Tshisekedi. On le cite très peu en tout cas. Non, je pense qu'il faut qu'on comprenne que sous les régimes du président Kabila, moi, j'avais dégagé cette impression que c'était la politique de répression était la politique du gouvernement. En sorte que le porte-parole du gouvernement à l'époque pouvait encenser la police après des massacres. Ça veut dire, en d'autres termes, que la répression était la ligne de conduite du gouvernement. Aujourd'hui, l'esprit n'est pas le même. Vous ne voyez pas, par exemple, un membre du gouvernement qui passe pour encenser les policiers qui se compromettent lors des manifestations publiques. Vous ne le voyez pas. Et les policiers qui se compromettent sont souvent arrêtés et jugés. Je ne vais pas dans les fonds des affaires, oui, mais il y a quand même ce souci de pouvoir réprimer les policiers, de juger les policiers qui se compromettent dans l'exercice de leur mission. C'est qu'on voyait rarement sous les régimes du président. C'est un régime moins répressif alors, d'après vous? Celui d'aujourd'hui ou d'hier? D'aujourd'hui. Je pense que, pour moi, ma déception par rapport au régime actuel, ce n'est pas en le comparant au régime du président Kabila. Oui. C'est en comparant ce régime aux espoirs qu'il avait suscités. Et je pense que ce qui est fait, que ce soit sur le plan de l'administration de la justice, que ce soit dans les autres secteurs, il est clair pour moi que ce qui est fait est en deçà de ce que le peuple congolais attendait de ce régime. Surtout un régime qui a milité pour l'instauration d'un état de droit, qui a milité pour que les libertés publiques soient respectées. Et aujourd'hui, nous constatons effectivement qu'il y a une déviation qui nous inquiète. Et nous l'avons dit à l'occasion de certains points de presse que nous avons organisés. Et pour revenir à la justice, ouais, je pense que le président de la République doit pouvoir travailler avec les conseils supérieurs de la magistrature pour extirper de notre justice tous les magistrats et les juges véreux. Et il y en a plusieurs. Mais cela ne veut pas dire que dans nos cours et tribunaux, il n'y a pas de magistrats intègres. Il y en a beaucoup, mais ces magistrats sont marginalisés. Et dans la plupart des cas, les dossiers qu'on appelle les dossiers juteux sont donnés aux magistrats corrompus, aux magistrats véreux, parce que les chefs des juridictions ou des parquets sont aussi dans la même logique. Et quand on constate qu'il y a un magistrat qui ne veut pas, ou un juge qui ne veut pas verser dans la corruption, on les marginalise. Or, il faut que ces juges qui sont intègres, et qui sont d'ailleurs plusieurs, il faut qu'on les identifie, qu'on essaie de leur donner un peu plus de visibilité en tant que modèle. Mais ce n'est pas ce qui s'est fait. Et donc, il revient au président de la République d'identifier ces juges et magistrats intègres, leur confier de plus grandes responsabilités pour que par leur travail, qu'ils puissent impacter positivement sur l'administration de la justice. Mais souvent, ce qu'on constate, c'est que ce sont les magistrats et les juges véreux qui sont promus. On va me dire que ce sont les juges, que le président de la République, les juges et les magistrats
que le président de la République a trouvées, il ne peut pas faire autrement. Moi, je dis qu'il peut faire autrement en s'intéressant un peu plus, en prenant un peu plus d'informations sur les juges, tant à Kinshasa que dans l'arrière-pays, pour voir parmi ces juges quels sont les juges meilleurs. Nous avons des juges intelligents, ça c'est vrai. Mais le problème en République démocratique du Congo... Il faut commencer par faire la promotion de ces juges alors. Il faut absolument que tous ces juges intègres soient promus au détriment des malhonnêtes qui sont en train de corrompre, qui sont eux-mêmes dans la corruption pleinement. Vous savez que si vous voyez un certain nombre de décisions judiciaires qui sont rendues, vous allez vous demander ceux qui les ont rendues, s'ils ont été une fois à la faculté de droit ou pas. Parce qu'au-delà de l'intelligence, il faut que les gens soient intègres. Et je peux vous dire que dans ce pays, il y a des gens qui ne sont pas corrompus. Il y en a. Mais le plus souvent, ceux à qui on donne plus de visibilité sont des hommes et des femmes qui sont corrompus. Ceux qui ne sont pas corrompus ont accès difficile aux médias, ont accès difficile aux autorités, ce qui fait qu'ils sont totalement isolés et ne peuvent rien faire de bien. Donc, il faut travailler sur non seulement l'intelligence, mais sur l'intégrité des gens. Et on ne peut pas relever ce pays sans des hommes et des femmes intègres. C'est impossible. Vous avez posé la question à mon collègue concernant le cas du dossier 100 jours. C'est vrai, on a acquitté les gens. Mais l'argent est où? C'est la question que tout le monde doit se poser. Si nous étions dans un état sérieux, on se poserait la question de savoir, on a acquitté les gens, mais l'argent est où? Les maisons préfabriquées sont construites où? Sont fixées où? Et on n'entend personne qui parle de ces choses. En fait, on considère que c'est une page tournée, mais c'est l'argent du peuple. Et c'est l'impression qu'on a même quand on suit les discours du chef de l'État qui ne revient pas. Alors, c'est vrai, dans tous les communiqués de presse que vous avez sortis, vous avez demandé au chef de l'État de veiller à ce que la justice ne soit pas un instrument de règlement des comptes. Bien sûr. Justement, alors on commence par la première affaire, c'est l'affaire Salomon Idi Kalonda, où vous avez cité un des proches du président de la République, très connu aussi, Dani Banza, qui serait, je dis entre guillemets, derrière cette affaire. C'est vous qui allez nous en dire plus. Mais par contre, le chef de l'État dit toujours qu'il n'interfère pas au problème de justice. Est-ce que ça passe, ce discours au cheveu? En fait, je pense que le président de la République a un rôle très important. Très important quand la Constitution... Je parle bien de la Constitution. Je ne parle pas de la loi. La nuance, elle est très importante. La Constitution, c'est la loi suprême du pays. La loi à laquelle tout le monde doit obéissance, qu'on soit président de la République ou un simple citoyen. Et la Constitution dit que le président de la République est le garant du bon fonctionnement des institutions. Ça veut dire en d'autres termes que quand la justice fonctionne mal, le président de la République est appelé à intervenir. C'est ce que ça veut dire. Mais si la justice fonctionne normalement, on arrête les gens conformément aux procédures qui sont prescrites par la loi, le président de la République n'a pas le droit d'interférer. Mais si on constate que les juges sont corrompus, que les décisions de justice ne sont pas rendues selon la règle de l'art, que les gens sont arrêtés arbitrairement, le président de la République doit intervenir. Mais si quelqu'un a été arrêté en respectant les procédures, le président de la République, si la justice fonctionne normalement, il ne peut pas interférer. C'est ça son rôle. Ça peut être l'Assemblée nationale, ça peut être le Sénat, ça peut être d'autres institutions. Si ces institutions commencent à fonctionner en violation de lois de la Constitution et des lois de la République, le président de la République est appelé à intervenir. Mais si une personne est arrêtée régulièrement, il n'a pas le droit d'intervenir. En fait, le travail du président de la République, c'est de faire en sorte que son rôle soit celui de promouvoir la justice. C'est comme on nous l'a appris en droit, il a un pouvoir d'impulsion. Il doit pouvoir impulser les institutions pour que les institutions restent dans les cadres de la loi. Mais dans les affaires
dont vous avez parlé ici, quand vous les analysez dans le fond... Justement, prenons le cas de l'affaire Dani Banza. Dans votre communiqué de presse que j'essaie de résumer, vous dites que M. Banza a filé justement M. Kalonda, qu'il connaissait depuis beaucoup de temps alors. Après, c'est devenu une affaire de règlement de compte. On a commencé par cette première plainte accusant M. Idi Kalonda d'avoir avec lui une arme illégalement. Et finalement, cette thèse-là ne tient plus. En quoi est-ce que c'est une affaire politiquement motivée? Je ne cesserai jamais de le dire. Oui. Que c'est une affaire sur fond des règlements de comptes politiques. Pour la simple raison que la première infraction sur base de laquelle M. Idi Kalonda était arrêté était fabriquée de toutes pièces. Ceux qui l'ont arrêté, ils savaient très bien que cette arme n'appartenait pas à Idi Kalonda. Cette arme était ramassée et appartenait au garde du corps de l'ancien Premier ministre lors du sit-in devant la Commission électorale nationale indépendante. Tout le monde le savait. Ceux qui l'ont arrêté, qui ont mis cette arme sur le compte de M. Idi Kalonda, le savaient aussi. Donc c'était un coup préparé. Comment vous pouvez arrêter quelqu'un sur base d'une infraction qu'il n'a jamais commise? Il n'a jamais été porteur illégalement d'une arme. Maintenant, quand on l'a arrêté sur base de cette fausse infraction, on a eu accès à ses téléphones. Je pense que, personnellement, j'estime que c'était un appât. L'arme était un appât pour l'arrêter facilement, accéder à ses téléphones, parce que la plupart des choses qu'on lui reproche, ce sont des choses qui ont été trouvées dans son téléphone. Maintenant, quand on l'arrête, on lui reproche notamment d'être en intelligence avec les étrangers, principalement certains responsables de l'armée du Rwanda. Ce que nous avons retenu, nous, du dossier, oui, c'est que quand le président de la République, M. Tshisekedi, était président de l'Union africaine, nous ne devons pas oublier qu'en ce moment-là, les proches de Moïse travaillaient avec les présidents de la République. Et que c'est à cette occasion qu'ils se sont rencontrés avec d'autres responsables rwandais. Notons aussi que le président de la République était en bon terme avec le président Kagame, qu'il qualifiait d'un partenaire fiable. Et donc, les collaborateurs du président pouvaient entrer en contact avec les collaborateurs du président Kagame. Et quand les relations se sont refroidies, mais chacun pouvait juger s'il pouvait continuer à parler avec X ou avec Y. La plupart des messages qu'on met sur le dos de M. Kalonda, c'est des messages... Qu'est-ce qu'on lui veut concrètement alors, derrière tout ça? Les dessous des cartes, c'est quoi, d'après vous? Non, mais les dessous des cartes, pour moi, on sait que pour atteindre Moïse, il faut commencer par... pour atteindre M. Moïse, il faut commencer par M. Idi Kalonda, qui est quand même quelqu'un qui a accompagné M. Moïse pendant plusieurs années. Mais ce qui est encore grave, c'est le fait que M. Patrick, qui est le conseiller principal du Premier ministre en charge des renseignements, on lui avait confié la mission de surveiller Idi Kalonda. Et ce monsieur lui envoyait régulièrement des messages pour lesquels il demandait ses commentaires. Parce que je dois noter, et c'est important, que M. Patrick, qui est le conseiller principal en matière des renseignements du Premier ministre, a travaillé avec M. Idi Kalonda au gouvernorat de Lubumbashi pendant que M. Moïse était gouverneur du Katanga. Quand le Premier ministre a été nommé ici, ce monsieur a été rappelé du Katanga pour venir accompagner le Premier ministre ici. Et on l'a mis pour surveiller M. Kalonda. C'est en quelque sorte une provocation. Vous envoyez un message à quelqu'un, quand il réagit, un piège, voilà les mots. Quand il réagit, vous dites, voilà, nous avons ce message contre. Et le message qui a causé problème, c'est lequel? Avant qu'on ne change la tenue de la garde républicaine, ces messieurs, avec d'autres membres du gouvernement, étaient partis en Turquie pour voir les différentes tenues militaires. Et à cette occasion, il avait pris une photo qu'il a envoyée à M. Idi Kalonda.
Et M. Idi Kalonda avait refusé de commenter la photo. Et quand on a retrouvé la photo, on dit, mais comment vous avez la photo des tenues militaires de quoi? De l'armée dans votre téléphone. Voyez-vous? Et on lui met sur le dos plusieurs choses. Je vais finir en disant... Rapidement, j'ai fini en disant ceci. Monsieur Patrick, qui a provoqué Idi Kalonda dans tout ça, il a été entendu sur PV. Mais il n'a pas été arrêté. Parce qu'en principe, on devrait l'arrêter lui aussi. Mais pourquoi on ne l'a pas arrêté? Monsieur Dani Banza a été entendu sur PV à la DEMIAP. Mais ce PV ne se trouve pas au dossier. Mais quand vous mettez toutes ces affaires ensemble, vous ne pouvez conclure qu'un coup monté contre un opérateur politique. Et ça, c'est dans un état de droit où les citoyens doivent avoir la liberté de s'exprimer. Et que ici, pour des motivations tout à fait politiques, on arrête quelqu'un et M. Kalonda est dans une situation où sa santé s'est détériorée. Carlos Mompili, pourquoi est-ce que cette fois-ci, en face des cas d'arrestation arbitraire suffisamment documentés, comme le cas de M. Idi Kalonda, documenté par l'Azado, c'est de moins en moins que l'on indexe le président de la République, pourtant il est les garants du bon fonctionnement des institutions. Est-ce parce qu'on est en face d'un régime qui est peut-être moins répressif? Il n'a pas dit concrètement comme ça, mais comparativement au régime précédent. Non, vous savez, comparer deux régimes, c'est un peu difficile. Difficile, ok. Mais c'est un peu facile. D'accord. Lorsqu'on y va avec des indicateurs. Parce que quelqu'un d'autre, ça dépend de la méthodologie prise par chacun. Moi, je peux dire, Vital Kamerhe était avec Joseph Kabila. Il a quitté Joseph Kabila. Est-ce qu'il a été arrêté? Non. On connaît Pierre Lumbi, qui était conseiller du chef de l'État en matière de sécurité. Oui. Il a créé les G7, il est allé vers Katumbi, sans être inquiété judiciairement. Jean-Marc Kabound, il critiquait Joseph Kabila, président de la République, sans jamais être arrêté. Mais aujourd'hui, il a critiqué, on lui a frappé 7 ans. Ok? Sa femme. Donc, si on va avec des indicateurs comme ça, parfois on peut se dire, sur ce plateau ici, on voyait les opposants ici, Excellence Bidi Kambal et Excellence Peter Kazadi, venir critiquer dans l'émission Ça fait débat le président Joseph Kabila. Ils allaient aussi critiquer le président Joseph Kabila sur la RTNC à l'émission Des sons de cloche. Où sont ces émissions-là Des sons de cloche? Ici, vous avez peur qu'on critique le président Kabila, même dans les émissions ici. Et qu'on critique le président Félix ici. Ah, vous en savez quelque chose à part? Mais j'ai dit, hier, vous laissiez les gens libres de critiquer le président Kabila. Mais aujourd'hui, quand quelqu'un, même votre invité, critique le président Félix, vous avez peur. On cadre. Vous le savez. Donc, si on va avec des comparaisons, attention, est-ce qu'hier, on pouvait voir les militants aller agresser la résidence d'un cardinal? Les militants du PPRD. Non. Une fois, ils ont essayé, les bérets rouges, aller seulement se positionner à la cathédrale. C'est seulement ce qu'on a vu une fois. Est-ce qu'on a vu sous Kabila le militant du PPRD insulter les épouses des opposants? Vous avez vu ça où? Non. Mais pourquoi c'est pas le même narratif? Mais aujourd'hui, on voit un Mounière là qui est connu parce qu'il insultait tout le monde. Donc, ça dépend du degré et ça dépend des indicateurs qu'on peut prendre. Moi, je crois que aujourd'hui, non, sous Joseph Kabila, porter la tenue du PPRD et passer à l'imiter, ça faisait peur. Même vous, les journalistes de Télé 50, comme vous étiez réputés des journalistes proches de Kabila, allez même faire des reportages à l'UMT, vous aviez peur. Alors que l'UMT, c'était le siège de l'opposition. Quand le président Tshisekedi du maire, pour passer à l'UMT, vous devez acheter les rameaux là,
parce qu'il y a un deuil national. Est-ce qu'on avait déployé la police pour arrêter ces jeunes? Ça, nous avons vécu ça sous Joseph Kabila. Alors. Mais, est-ce qu'on peut avoir encore un opposant qui peut dire Bokangelanga yé, ligotez-les-moi, amenez-les-moi ici? Sur le champ, il sera ligoté lui-même. Il sera ligoté. Donc, quand on fait des comparaisons, on peut prendre des Alors, la responsabilité du président de la République commence où et elle se limite où dans le cas des affaires judiciaires? Non, dans le cas des affaires judiciaires, c'est d'abord triste quand je suis. C'est aujourd'hui que je suis informé de tous ces détails. Oui. Parce que selon moi, je me disais que oui, on peut... Vous savez, ça fait honte, nous sommes des juristes. Je dis toujours à mes étudiants, il faut changer les choses. Et tout commence à partir de lier de la maternité des juristes, la faculté des droits. Vous allez à l'UNIKIN, vous allez à la faculté des polytechniques, tout est en ordre. Vous allez à la faculté de médecine, on vous dit non, non, ici, on ne peut pas faire n'importe quel médecin parce que, moindre erreur, le médecin peut tuer quelqu'un. Non, il ne faut pas faire des complaisances ici en médecine. Mais la faculté où tous ces députés, D4, viennent prendre des diplômes avec des distinctions, c'est la faculté des droits. Donc, c'est déjà la corruption commence depuis la formation des juristes. Donc, le juriste est formé dans un environnement immoral. Et ça, on doit changer. N'importe qui ne peut pas enseigner dans la faculté des droits et n'importe qui ne peut pas terminer dans la faculté des droits s'il n'a pas la probité morale. Ça, c'est pour sauver la société dans l'avenir. J'ai vu des gens du PPD qui ont fui Kabila. Quelqu'un est gouverneur en province, mais on attend jusqu'à 11h pour qu'on organise l'examen parce qu'il est arrivé en retard, il y a les embouteillages. Et ce monsieur-là, un gouverneur, il a fait la distinction. Toujours dans la faculté des droits. Et aujourd'hui, quand on a le chapeau ici, Mounieri, on ne peut pas échouer dans la faculté des droits. Mais pourquoi ça? Nous devons être sérieux. Regardez le médecin. Un conseiller à la présidence, il est à l'aise d'appeler un procureur pour lui dire libérez ce monsieur même s'il est délinquant, même s'il est qu'une affaire. Mais conseiller à la présidence ou bien ministre, il ne peut pas appeler un médecin pour lui dire vous pouvez avorter ma copine. Non. Parce que le médecin a des personnalités. La même chose, on voit même le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, même avant lui, il y a Gouli, même Matata. Le président peut dire à ces dossiers, libérer ces dossiers. Il va vous dire non, non, président, ces fonds, non. On ne peut pas parce que ça va créer des déséquilibres. Mais le ministre de la Justice, un juriste, lorsqu'on lui dit faites ceci, même si le professeur des droits, il va violer ce qu'il a écrit dans son syllabus. Pourquoi seulement ça? Là, c'est ça un problème. Regardez les dossiers. Le droit pénal est clair, chez Gaïta. Rapidement. On ne poursuit pas une personne et on cherche les infractions après. Ça, c'est quelle procédure pénale? Ça, c'est quelle procédure pénale? La procédure pénale dit il y a action publique lorsqu'il y a la commission d'une infraction. C'est-à-dire, on poursuit d'abord une infraction et après, on cherche les auteurs. Parce qu'il peut y avoir des auteurs apparents, mais les vrais auteurs sont derrière. C'est pourquoi on poursuit l'infraction. Et quand on poursuit l'infraction, on a l'infraction, on voit l'auteur. Quand est-ce qu'un OPJ, parce qu'il est de la DEMIAP ou bien de l'ANER, peut mettre Salomon Sikadela en détention? L'article 4 de la procédure pénale est clair. Il faut qu'il y ait les indices sérieux de la culpabilité, c'est-à-dire des preuves sont là suffisantes. Les preuves suffisantes signifie quoi? En cas de détention illégale d'une arme de guerre, c'est qu'on a trouvé Salomon avec une arme de guerre. Mais s'il n'y en a pas, comment c'était arrivé? Alors, il nous reste pratiquement une minute pour terminer. On va essayer d'accorder le temps à chacun d'entre vous. On va parler maintenant peut-être de l'affaire Stanis Boujakera. Carlos Moupili, je voudrais savoir ces affaires.
affaire Idi Kalonda, Stanis Boujakera, quel impact cela peut avoir sur cette période électorale? Non, la question ici, c'est, je réponds d'ailleurs à la question, et c'est là où j'ai dit, le président de la République, il est comptable. Oui. Parce que lui et son père, ils nous ont appris ceci. Mbisi pour la kaka kanamoto. Les poissons pourris par la tête. C'est ce qu'ils nous ont appris depuis notre jeunesse. C'est comme ça que tous les mal du pays, même le mal judiciaire, c'était Mobutu. Après Mobutu, c'était Joseph Kabila. Et comme lui, il est là, il doit éviter que le magistrat, les professionnels de justice, font du n'importe quoi. Parce que ça va tomber sur sa tête. Et c'est là, étant que garant des institutions, des dossiers comme Idi Kalonda, tout ça, il peut, dans un conseil des ministres, demander au ministre de la Justice, ou même au procureur général. Il a fait quand il y a eu, après les élections, on a créé même une commission en violation même de la loi organique sur la Cour constitutionnelle, pour créer une chambre là, pour traiter les dossiers des députés qui ont été invalidés. Il peut le faire. Et je crois que c'est son honneur qui sera sauvé, et même la justice, parce que la justice, comme il a dit, c'est rendu au nom du peuple congolais. C'est-à-dire, toute erreur judiciaire rend coupable tous les Congolais. Si un magistrat condamne injustement un Congolais, il ira coupable la maman du président, il ira coupable l'épouse du président, il ira coupable le cardinal, il ira coupable le pasteur Roland Dalo, son pasteur, il ira coupable tous ses fidèles, tout le monde. C'est pourquoi une faute judiciaire des magistrats était impardonnable. Justement. Et sous Montesquieu, c'était la forfaiture, c'est-à-dire la peine de mort. Merci Carlos Moupili. Monsieur Katende, je dois vous avouer une chose, il y a maintenant beaucoup d'autocensure chez les journalistes, et cette autocensure s'est accentuée depuis l'arrestation de Stanis Boujakera. Personnellement, quand vous traitez d'une information, vous vous dites non, ça me risque trop. Si Stanis est arrêté, que peut-être mon sort, c'est une affaire que vous documentez suffisamment. En tout cas, vous dites que la liberté de la presse a été violée de manière manifeste, en tout cas. Oui, alors, quel impact ça peut avoir à la longue, à la fin de cette période électorale? Je vais dire d'abord que si les journalistes commencent à s'autocensurer, c'est notre société qui va s'effondrer. Le problème, c'est de faire votre travail de manière professionnelle. C'est la même chose que nous faisons aussi. Parce que s'il y a des injustices, nous disons on va nous arrêter, on va nous faire ceci, on va nous faire cela. Nous n'intervenons pas, c'est que nous sacrifions notre société. Même là où il y a des ténèbres partout, il est important que des petites lampes soient allumées. Et ces lampes sont les défenseurs des droits humains, sont les journalistes. Et ça, pour moi, c'est très important. C'est pour ça que je conseille. Moi, je suis fier de M. Stanis Boujakera, parce que je sais que c'est un prisonnier d'opinion. Il est arrêté injustement. Il n'a jamais signé l'article pour lequel il est mis en prison. Les personnes qui se plaignent n'ont jamais demandé les droits de réponse, comme le prescrit la loi sur la liberté de la presse de la République démocratique du Congo. Si ces droits est refusé, vous pouvez alors aller en justice. Mais en même temps aussi, on demande à M. Stanis Boujakera de donner ses sources. Mais c'est interdit par la loi sur la liberté de la presse pour un journaliste de donner. Et je le félicite du fait qu'il a refusé de le faire. C'est sacrifier vous avez pu le rencontrer? Non. Non, pas encore. Okay. Je ne l'ai pas fait, oui. Mais les collègues qui étaient avec moi l'autre fois à la conférence de presse l'ont rencontré. Donc, j'estime personnellement que vous devez continuer à faire votre travail en âme et conscience. Vous savez de toutes les façons que quand on travaille dans un pays en déficit démocratique, comme journaliste, comme activiste de droits de l'homme, il faut toujours se mettre en tête qu'un jour ou un autre, on peut être arrêté. Sinon... Justement. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce mot encourageant. Alors, vous avez aussi soulevé quelque chose que j'ai pu consulter en lisant vos tweets. Vous décriez les insultes mutuelles entre les candidats, en tout cas. Voilà, c'est des bonnes guerres en politique qu'on se chamaille un tout petit peu à travers les mots. Oui. Moi, j'ai défini la démocratie... Qu'est-ce que vous craignez là derrière? Oui. Non, j'ai défini la démocratie comme une dispute organisée. Oui. Voilà, des Ça idées, veut dire des programmes. qu'il y a des principes. Nous pouvons nous
contredire sur les idées, les projets mais des entrer sociétés. dans des insultes personnelles. J'estime personnellement que c'est un mauvais modèle. Un mauvais modèle pour notre démocratie, pour notre jeunesse. J'ai toujours, vous savez, même à l'époque du président Kabila, oui, je disais toujours, on doit rester ferme sur le principe, mais en même temps, on doit rester poli. Ça, c'est important. Qu'on soit politicien ou acteur de la société civile, on ne peut pas s'adonner à des insultes. Merci beaucoup. Carlos Mupili, peut-être un dernier mot. Le chef de l'État a reçu le titre de docteur honoris causa à l'Université de Kinshasa pour son engagement dans la bonne gouvernance et dans la lutte contre la corruption. Vous êtes de la société civile, ça vous concerne bien, ces affaires corruption et bonne gouvernance. Qu'est-ce que ça vous inspire? Bon, je n'ai pas encore les détails sur... vraiment, la raison, c'est la bonne gouvernance. Oui, notamment. Après, aujourd'hui, il y a M. Matoukou, je pense, qu'il dit que c'est le meilleur président qu'on a jamais eu, en tout cas. Ouais. Bon, vous voyez que tous ces éloges-là, il doit vraiment les enraîner et les justifier. Ouais. Et il doit éviter qu'il y ait parmi ses collaborateurs, les gens viennent pour, c'est-à-dire contredire tout ce qu'on est en train de construire comme honorabilité pour lui. Parce que quand on est président, il faut toujours penser après qu'on est président. Merci. Parce que l'essentiel, ce n'est pas le présent, mais c'est le futur. Qu'est-ce qu'on parlera de vous après? Lumumba, Mouzé, ils sont partis, mais on parle toujours bien d'eux. Joseph Kabila, on parle bien d'eux. Lui aussi, on parlera bien d'eux. Il y a des bonnes actions qu'il est en train de faire, mais ceux qui sont comme de mauvaises actions, s'il a la possibilité de les réprimer ou de les corriger, qu'il les fasse. Merci beaucoup. Alors, merci Jean-Claude Katende, président de l'Azado. Merci pour toutes ces analyses, en tout cas. Je vous en prie. C'était un honneur pour moi de vous recevoir. Merci à vous également, Carlos Mupili. Un honneur de vous recevoir pour la première fois dans Version Croisée, président national de la dynamique chrétienne pour la défense des droits humains et de l'environnement. Merci beaucoup. Merci à vous aussi, madame, monsieur, d'avoir suivi Version Croisée. La rediffusion intervient demain, vendredi, à 22h30. Le programme Télé 50 se poursuit. Merci aussi à toute l'équipe à la régie, Jocelyn Toumba, accompagné des Dédé Sansois. On se retrouve le jeudi prochain pour un nouveau numéro de Version Croisée.